Dièse chapitre 1, l'appel du large. Le soleil se levait paresseusement sur le port de Marseille, baignant de ses premiers rayons la coque usée mais fière de l'espoir de la mer. Jacques Bernier, capitaine chevronné aux yeux aussi profonds que l'océan qu'il sillonnait depuis 3 décennies, observait l'horizon avec une intensité particulière. Les temps étaient durs pour les pêcheurs de la région, et cette sortie en mer revêtait une importance cruciale. « Capitaine, les dernières provisions sont à bord », annonça Pierre Dufresne, le jeune mécanicien lyonnais, essuyant son front déjà couvert de sueur. Jacques hocha la tête, son regard ne quittant pas la ligne où le ciel embrassait la mer. Il savait que cette fois-ci, il devrait s'aventurer plus loin que jamais. La vie à bord de l'Espoir de la mer suivait un rythme bien établi. Alain Morel, chef des pêcheurs, coordonnait les opérations sur le pont avec une précision militaire, tandis que Julien Mercier, le benjamin de l'équipage, absorbait chaque conseil comme une éponge. L'apprenti ne pouvait s'empêcher de remarquer les regards inquiets qu'échangeaient les membres plus expérimentés de l'équipage. Les premiers jours en mer confirmèrent leurs craintes. Les filets remontaient désespérément vides, ou avec des prises si maigres qu'elles suffisaient à peine à nourrir l'équipage. « Il faut aller plus loin », décida Jacques un soir, alors que le soleil plongeait dans la Méditerranée, peignant le ciel de teintes pourpres et dorées. Les bancs de poissons se sont déplacés vers les eaux profondes. Cette décision fut accueillie par un silence pesant. François Belloc, le navigateur, déplia ses cartes marines avec précaution. « Ces zones ne sont pas bien cartographiées, capitaine, prévint-il, son doigt traçant des lignes invisibles sur le papier jauni. Les courants y sont imprévisibles. » Dans la salle des machines, Pierre multipliait les vérifications. Le vieux moteur de l'Espoir de la mer ronronnait comme un chat satisfait, mais le mécanicien connaissait trop bien ses caprices pour se fier aux apparences. Chaque pièce, chaque boulon avait son histoire, et Pierre les écoutait tous avec attention. La mer se montrait capricieuse, alternant entre calme plat et vagues menaçantes. Les nuits s'allongeaient, peuplées de bruits étranges que l'équipage préférait ignorer. Julien, lors de son quart de nuit, commença à noter dans son carnet personnel des observations troublantes, des lueurs inexpliquées dans les profondeurs, des mouvements furtifs à la limite de son champ de vision. Une semaine après leur départ, alors que l'équipage commençait à douter de la sagesse de leur entreprise, quelque chose changea. L'air devint plus dense, chargé d'une électricité particulière. Les instruments de navigation commencèrent à se comporter étrangement, les boussoles s'affolant sans raison apparente. François passa des heures à recalculer leur position, mais quelque chose ne collait pas. Ce fut Alain qui remarqua le premier signe encourageant. Les poissons qui s'aventuraient près de la surface étaient différents, plus gros, certains arborant des couleurs qu'ils n'avaient jamais vues auparavant. « C'est comme si nous avions découvert des eaux vierges », murmura-t-il à Jacques, qui observait les changements avec un mélange d'excitation et d'appréhension. La décision fut prise de jeter les filets dans cette zone mystérieuse. L'équipage retint son souffle collectivement alors que les premiers filets étaient remontés. Ce qu'ils découvrirent dépassait leurs espérances les plus folles. Dièse chapitre 2, les premiers signes. Les filets débordaient de poissons aux écailles argentées, certains d'une taille jamais vue auparavant. Mais ce qui captiva vraiment l'attention de l'équipage, ce fut l'objet métallique enchevêtré dans l'émail. Une sorte de médaillon ancien, couvert de symboles indéchiffrables et émettant un faible éclat verdâtre dans la pénombre du matin. « Ne le touchez pas », ordonna Jacques, alors que Julien tendait déjà la main vers l'artefact. Le capitaine, habituellement si pragmatique, semblait perturbé par cette découverte. Il enveloppa soigneusement l'objet dans un morceau de toile avant de le ranger dans sa cabine, mais le mal était déjà fait. Une atmosphère différente s'installa sur l'Espoir de la mer, comme si le navire lui-même avait changé de personnalité. Pierre remarqua les premiers changements dans la salle des machines. Le moteur, qu'il connaissait par cœur, émettait désormais des vibrations inhabituelles. C'est comme s'il répondait à quelque chose, expliqua-t-il à Alain, qu'il écoutait avec une inquiétude grandissante. Quelque chose dans l'eau. Les jours suivants furent marqués par une succession d'événements inexplicables. Les poissons semblaient suivre le bateau, formant des motifs complexes sous la surface de l'eau. La nuit, des lueurs phosphorescentes dansaient autour de la coque, dessinant des arabesques hypnotiques que Julien s'efforçait de reproduire dans son carnet. François, confronté à des lectures de plus en plus erratiques de ses instruments, passa des heures à consulter de vieux journaux de bord. « Il y a des récits », murmura-t-il un soir à Jacques, des histoires de navires ayant rencontré des phénomènes similaires dans cette région. Mais la plupart ont été considérés comme des légendes de marins. Un matin, alors que l'aube colorait à peine l'horizon, Alain aperçut une forme massive sous la surface.
Ce n'était pas un banc de poissons, insista-t-il, c'était quelque chose d'autre. Quelque chose d'ancien. L'équipage commença à partager des histoires à voix basse, des légendes de créatures marines et de civilisations englouties que leurs grands-parents leur racontaient enfants. Le médaillon dans la cabine de Jacques semblait pulser faiblement la nuit, au rythme des vagues. Le capitaine passait de longues heures à l'étudier, fasciné par les symboles qui paraissaient changer subtilement selon l'angle de vue. Il nota que les poissons étaient plus abondants lorsque l'artefact brillait plus intensément, comme s'il exerçait une attraction sur la vie marine. Une brume épaisse s'installa autour du navire, isolant l'espoir de la mer du reste du monde. Les communications radio devinrent sporadiques, puis cessèrent complètement. Dans ce cocon de silence ouaté, les sons de la mer semblaient amplifiés, presque musicaux. Julien fut le premier à remarquer que ces sons formaient des motifs répétitifs, comme un langage incompréhensible. Pierre, toujours pragmatique, tenta de maintenir un semblant de normalité en se concentrant sur l'entretien du navire. Mais même lui ne pouvait ignorer les changements qui s'opéraient. Le métal de la coque semblait vibrer en harmonie avec les sons sous-marins, et les circuits électriques se comportaient de manière erratique. Un soir, alors que le soleil se couchait dans un spectacle de couleurs surréalistes, Jacques réunit son équipage sur le pont. Le moment était venu de prendre une décision cruciale. Les cales étaient pleines de poissons, mais quelque chose de plus grand les appelait vers les profondeurs. La question n'était plus de savoir s'ils devaient rentrer, mais s'ils le pouvaient encore. Dièse chapitre 3, les voies des profondeurs. La décision de Jacques fut interrompue par un phénomène extraordinaire. Des colonnes de lumière bleutée jaillirent des profondeurs, entourant l'espoir de la mer dans une danse aquatique hypnotique. Le médaillon dans sa cabine se mit à vibrer intensément, émettant un bourdonnement qui résonnait en harmonie avec les lumières sous-marines. « Regardez » s'écria Julien, pointant vers l'horizon. Une île était apparue comme par enchantement à travers la brume, ses contours rocheux se détachant dans la lueur crépusculaire. François consulta frénétiquement ses cartes, mais l'île demeurait introuvable sur tous les documents nautiques en leur possession. Pierre, qui avait quitté sa salle des machines, remarqua que le moteur du navire s'était mis à tourner tout seul, comme guidé par une force invisible. « C'est impossible » murmura-t-il, ses mains tremblantes sur les commandes qui répondaient à une volonté autre que la sienne. L'espoir de la mer se dirigeait inexorablement vers l'île mystérieuse. Alain, observant les eaux autour du navire, fut le premier à remarquer les formes gracieuses qui évoluaient sous la surface. Des créatures marines d'une beauté saisissante, leur corps luminescent traçant des arabesques complexes dans l'eau sombre. « On dirait qu'elles nous escortent » dit-il à voix basse, fasciné par le spectacle. Le médaillon pulsait maintenant au rythme des vagues, ses symboles anciens brillant d'une lumière intérieure. Jacques le sortit de son enveloppe de toile, et les inscriptions commencèrent à se transformer sous leurs yeux ébahis. « Ce ne sont pas de simples décorations, réalisa-t-il, c'est une carte, une invitation. » À mesure qu'ils approchaient de l'île, l'équipage fut saisi par une sensation étrange, comme si leurs pensées n'étaient plus tout à fait les leurs. Des images d'une civilisation ancienne flottaient dans leurs esprits, des cités sous-marines aux architectures impossibles, des êtres mi-humains mi-aquatiques, des technologies oubliées depuis des millénaires. François, toujours pragmatique, tentait de maintenir un journal détaillé des événements, mais ses mains tremblaient alors qu'il décrivait les phénomènes inexplicables qui se succédaient. Les instruments de navigation s'étaient complètement affolés, les boussoles tournaient comme des toupies folles, et même les montres semblaient fonctionner selon une logique différente. Le jeune Julien, dont la sensibilité s'était accrue depuis leur entrée dans ces eaux mystérieuses, commença à entendre des voix. Non pas des voix humaines, mais une sorte de chant mélodieux qui semblait provenir des profondeurs. Son carnet se remplissait de dessins étranges, de symboles similaires à ceux du médaillon, qu'il traçait comme dans un état de transe. L'île se rapprochait, révélant des structures qui défiaient l'entendement. Des colonnes de cristal émergeaient des flots, leur surface réfléchissant la lumière de manière impossible. Des arches sous-marines reliaient des formations rocheuses, créant un réseau complexe de passages et de grottes. Soudain, une vague d'énergie traversa le navire, faisant vibrer chaque boulon, chaque planche. Le moteur s'arrêta complètement, mais l'espoir de la mer continuait d'avancer, porté par une force invisible. Pierre, dans sa salle des machines, regardait avec stupéfaction les cadrans qui indiquaient des lectures impossibles. L'équipage se rassembla sur le pont, uni dans un mélange de peur et d'émerveillement. Jacques tenait fermement le médaillon, qui était devenu chaud au toucher. Les symboles sur sa surface dansaient maintenant comme des flammes liquides, projetant des ombres mouvantes sur le pont du navire. Ils approchaient de quelque chose d'ancien, de puissant,
quelque chose qui les avait appelés depuis le début de leur voyage. Diez chapitre 4, l'île des secrets. L'espoir de la mer s'immobilisa dans une crique naturelle de l'île mystérieuse, les eaux d'un bleu luminescent clapotant doucement contre sa coque. Le silence qui régnait était presque palpable, uniquement rompu par le chant mélodieux qui semblait émaner des profondeurs mêmes de l'océan. Le médaillon dans les mains de Jacques vibrait plus intensément que jamais, ses symboles projetant maintenant des motifs lumineux qui dansaient sur la surface de l'eau. « C'est comme si l'objet nous montrait le chemin », murmura Alain, observant avec fascination les dessins lumineux qui semblaient pointer vers une ouverture dans la falaise. Pierre, qui avait finalement abandonné toute tentative de comprendre le comportement du moteur, remarqua que l'eau autour du navire avait changé de consistance. Elle semblait plus dense, presque gélatineuse, et des courants de lumière la parcouraient comme des veines phosphorescentes. Les poissons qui nageaient autour d'eux n'étaient semblables à aucune espèce connue. François, armé de son carnet de notes et d'une boussole qui tournait maintenant comme une toupie affolée, commença à cartographier les environs. Les formations rocheuses de l'île semblaient défier toute logique géologique, avec des angles impossibles et des surfaces qui changeaient d'aspect selon l'angle de vue. Julien, dont la sensibilité aux phénomènes étranges n'avait cessé de croître, fut le premier à remarquer les inscriptions gravées dans la roche. Elles ressemblaient étrangement aux symboles du médaillon, mais semblaient plus anciennes, plus primitives. « C'est une histoire, dit-il soudainement, comme en transe. L'histoire d'un peuple qui vivait en harmonie avec l'océan. » L'équipage découvrit une série de bassins naturels étagés, remplis d'une eau cristalline qui semblait luire de l'intérieur. Dans ces bassins, des créatures marines d'une beauté surnaturelle évoluaient gracieusement, leur corps luminescent créant des motifs hypnotiques sous la surface. Le médaillon guidait Jacques vers l'entrée d'une grotte, son éclat verdâtre s'intensifiant à mesure qu'ils approchaient. L'ouverture était parfaitement circulaire, comme taillée par des mains expertes dans la roche vivante. Des symboles similaires à ceux du médaillon encadraient l'entrée, pulsant faiblement au rythme des vagues. À l'intérieur de la grotte, ils découvrirent une salle immense dont les murs semblaient vivants, parcourus de veines luminescentes qui réagissaient à leur présence. Des colonnes de cristal s'élevaient du sol jusqu'au plafond, chacune émettant une douce lumière qui changeait de couleur en harmonie avec les autres. Au centre de la salle, une structure en forme de spirale s'élevait d'un bassin d'eau cristalline. Le médaillon dans les mains de Jacques se mit à vibrer plus fort que jamais, et les symboles sur sa surface commencèrent à se réorganiser, formant de nouveaux motifs qui se reflétaient sur les murs de la grotte. Pierre, examinant la structure avec son œil de mécanicien, fut stupéfait par sa complexité. « Ce n'est pas naturel, déclara-t-il, mais ce n'est pas non plus une construction humaine. C'est quelque chose d'autre, quelque chose de bien plus ancien. » Des mécanismes invisibles semblaient animer la spirale, créant des motifs d'eau et de lumière qui dansaient dans l'air. Diez chapitre 5, la révélation. La spirale au centre de la salle commença à tourner lentement, créant des ondulations dans l'eau du bassin. Le médaillon échappa soudainement des mains de Jacques, flottant dans l'air comme porté par une force invisible, avant de se placer parfaitement au centre de la structure hélicoïdale. Une voix mélodieuse emplit la grotte, parlant dans une langue inconnue mais étrangement compréhensible pour l'équipage. C'était comme si les mots se traduisaient directement dans leurs esprits. « Vous avez été choisis, résonna la voix, pour découvrir notre héritage et perpétuer notre mission. » Des images holographiques se formèrent dans l'air, montrant une civilisation ancienne qui vivait en parfaite harmonie avec l'océan. Ces êtres, mi-humains mi-marins, avaient développé une technologie basée sur l'énergie des courants marins et la bioluminescence naturelle. Ils étaient les gardiens des mers, protecteurs des océans et de toute la vie marine. Julien, dont la sensibilité particulière s'expliquait enfin, découvrit qu'il portait en lui des traces de ce peuple ancien. Ses rêves et ses visions n'étaient pas le fruit du hasard, mais l'appel de son héritage. « C'est pour cela que je comprenais les chants, murmura-t-il, il m'appelait depuis toujours. » Pierre observait avec émerveillement les mécanismes complexes qui s'activaient autour d'eux. La technologie des gardiens défiait toute logique moderne, fusionnant harmonieusement avec les forces naturelles de l'océan. Les vibrations étranges du moteur de l'espoir de la mer prenaient maintenant tout leur sens, le navire avait été guidé jusqu'ici par cette énergie ancestrale. Alain pensait à sa fille Camille et à son rêve d'étudier la biologie marine. Elle avait raison, dit-il, les yeux brillants d'émotion. L'océan cache encore tant de merveilles que nous ne comprenons pas. Les créatures marines qui les entouraient semblaient réagir à ces paroles, créant des motifs lumineux de plus en plus complexes. François, le navigateur, comprit enfin pourquoi ces instruments s'étaient comportés si étrangement. L'île existait dans une sorte de poche dimensionnelle,
protégés par des champs d'énergie créés par les anciens gardiens. Ces cartes commencèrent à se modifier d'elles-mêmes, révélant des routes maritimes secrètes et des sanctuaires cachés à travers la Méditerranée. La voix expliqua que le déclin des populations de poissons n'était pas un hasard. Les océans souffraient, et les derniers systèmes de protection mis en place par les gardiens commençaient à faiblir. Le médaillon était une clé, un moyen de réactiver ces protections anciennes, mais il fallait pour cela des êtres humains prêts à devenir les nouveaux gardiens. Jacques, comprenant enfin le véritable but de leur voyage, sentit le poids de la responsabilité qui leur était confiée. L'espoir de la mer n'avait pas été guidé ici par hasard. Leur quête désespérée de poissons les avait menés à quelque chose de bien plus grand, une mission de protection et de préservation des océans. La spirale tournait maintenant plus rapidement, projetant des images de l'avenir possible, des océans régénérés, des espèces sauvées de la disparition, un nouvel équilibre entre l'homme et la mer. Mais cet avenir dépendait de leur choix. Accepteraient-ils de devenir les nouveaux gardiens, de porter ce secret et cette responsabilité? Dièse chapitre 6, l'héritage des gardiens. L'équipage de l'Espoir de la mer se réunit en cercle autour de la spirale lumineuse, chacun sentant le poids de la décision qui se présentait à eux. Jacques fut le premier à faire un pas en avant, suivi immédiatement par Julien, dont les yeux brillaient d'une nouvelle compréhension de sa sensibilité particulière. « Nous acceptons, » déclara Jacques d'une voix ferme, parlant au nom de tout l'équipage. Le médaillon s'illumina intensément, et des filaments de lumière bleutée s'en échappèrent, touchant chacun des membres de l'équipage. Une sensation de chaleur et de connexion profonde avec l'océan les envahit, transformant leur perception du monde marin. Pierre découvrit qu'il pouvait maintenant comprendre intuitivement les flux d'énergie qui parcouraient les océans. Ses compétences de mécanicien s'enrichirent d'une nouvelle dimension, lui permettant de travailler en harmonie avec les forces naturelles plutôt que de lutter contre elles. Alain reçut le don de communiquer avec les créatures marines, une capacité qui lui permit de mieux comprendre leurs besoins et leurs migrations. Il imagina déjà comment ces connaissances pourraient aider à préserver les populations de poissons tout en permettant une pêche durable et respectueuse. François se découvrit capable de percevoir les courants marins et les routes naturelles des océans. Ses cartes se transformèrent, intégrant cette nouvelle compréhension des mouvements des mers, révélant des passages secrets et des zones de protection établies par les anciens gardiens. La transformation la plus remarquable fut celle de Julien. Sa sensibilité naturelle s'épanouit pleinement, faisant de lui un pont vivant entre le monde des humains et celui des océans. Les visions qui le troublaient autrefois devinrent claires comme de l'eau de roche, lui permettant de comprendre les messages des profondeurs. L'espoir de la mer lui-même fut transformé, ses vieilles planches imprégnées de l'énergie des gardiens. Le navire devint plus qu'un simple bateau de pêche, il était désormais un vaisseau sacré, capable de naviguer entre les dimensions cachées de la Méditerranée. La voix leur expliqua leur mission, ils devaient maintenant parcourir les mers, réactivant d'anciens sites de protection, guidant d'autres pêcheurs vers des pratiques plus durables, et veillant sur l'équilibre fragile des océans. Leur rôle n'était pas d'empêcher la pêche, mais d'enseigner une nouvelle façon de vivre en harmonie avec la mer. Avant leur départ, les gardiens leur confièrent des secrets millénaires, des techniques de navigation préservant les écosystèmes marins, des méthodes de pêche sélective respectant les cycles naturels, et la connaissance des sanctuaires cachés où la vie marine pouvait se régénérer. Le retour vers Marseille se fit dans un état d'esprit complètement différent. Leur cale était pleine, mais ce n'était plus leur plus grande richesse. Ils portaient en eux un secret bien plus précieux, la responsabilité de protéger les océans pour les générations futures. À leur arrivée au port, personne ne remarqua de changement visible chez ces pêcheurs. Pourtant, ils étaient transformés. Désormais, chaque sortie en mer serait une mission de protection, chaque prise un acte d'équilibre, chaque voyage une occasion de préserver l'héritage des gardiens. L'espoir de la mer reprit ses activités de pêche, mais avec une nouvelle sagesse. L'équipage savait maintenant que la véritable abondance ne venait pas de la quantité de poissons capturés, mais de l'harmonie préservée des océans. Et quelque part, dans les profondeurs de la Méditerranée, l'île mystérieuse attendait d'autres âmes prêtes à devenir les gardiens des secrets de la mer. Fin de l'histoire, chers auditeurs, nous espérons que cette histoire mystérieuse de l'espoir de la mer vous a transporté dans un monde où la magie des océans devient réalité. Pour continuer ce voyage enchanteur, nous avons préparé une playlist spéciale d'histoires tout aussi captivantes. Vous la trouverez en cliquant sur le lien à gauche. Si cette aventure marine vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un « j'aime » à cette vidéo. Chaque jour, nous partageons de nouvelles histoires qui explorent les mystères de notre monde. Rejoignez-nous dans les commentaires pour partager vos propres histoires de mer et vos rêves d'océan.
À très bientôt pour de nouvelles aventures.